Bonsoir à tous, bienvenue dans En toute franchise. C'est l'heure de l'interview, la première interview dans une demi-heure. Nous recevrons Manon Aubry, tête de liste de la France Insoumise. Mais d'abord, la tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. On va bien sûr parler avec vous des Européennes dans quelques instants, c'est la raison de votre venue. Je voudrais qu'on dise d'abord un petit mot de l'actualité du week-end en France, et en particulier ce 25e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. C'est celui qui a enregistré la plus faible mobilisation depuis le début du mouvement en novembre. 18 900 manifestants hier dans toute la France, à en croire les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur. C'est bien sûr toujours un petit peu plus d'après les chiffres donnés par les Gilets jaunes. Est-ce que vous, c'est un mouvement que vous soutenez toujours aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez qu'il a du sens? Non, ça n'a plus aucun sens, je crois. Et d'ailleurs, on le voit très bien dans ces chiffres. Ceux qui ont voulu dire au tout début de ce mouvement leur désespoir devant une fiscalité qui venait les asphyxier, ils ne sont plus là aujourd'hui dans ce qui n'est plus que des rituels de violence et de destruction mis en scène. Ça a été plutôt calme hier, cela dit. Oui, alors c'est vrai qu'il reste sans doute des gens qui veulent ne pas baisser la garde et ne pas abandonner leur mouvement. Mais je crois qu'il est temps que tout cela s'arrête et surtout il est temps que le gouvernement rétablisse l'ordre. Ça a été plutôt calme samedi, mais le 1er mai, on a vu encore à quel point effectivement on est aujourd'hui devant une impasse gigantesque. Je crois que aussi bien sur le plan de la stratégie de maintien de l'ordre que sur les réponses apportées à l'issue de cet interminable grand débat, le gouvernement n'a pas été, je crois, à la hauteur de la situation. Il est temps qu'enfin des réponses claires soient apportées et qu'on puisse tourner cette page. Alors on va bien sûr parler des réponses dans quelques instants. On va s'arrêter sur ce que vous disiez, la partie ordre. Il y a eu un épisode qui a particulièrement retenu l'attention cette semaine. C'est la question de la Pitié-Salpêtrière. Le ministre de l'Intérieur avait parlé d'une attaque de la part de certains manifestants. Il est revenu sur ces mots en évoquant finalement une intrusion violente. On va écouter ce que disaient hier à l'occasion d'une conférence de presse les représentants du collectif de manifestants qui s'est constitué à l'issue de cet incident. Le seul objectif était de fuir les gaz lacrymogènes et les charges policières d'une violence démesurée sur le boulevard de l'hôpital. Alors que nous nous remettions à peine de nos émotions, les CRS nous ont brusquement et sans aucune raison chargés du côté de la grille, tandis qu'à l'autre bout de l'allée, les voltigeurs sont arrivés. Les deux groupes ont sorti leurs matraques en nous menaçant. Tout s'est passé très rapidement. Nous avions peur. Nous nous faisions charger des deux côtés, sans sommation. La seule issue possible semblait être l'escalier de l'hôpital. Vous dites quoi, pauvre manifestant ou pauvre hôpital pris d'assaut? D'abord, c'est vrai qu'on en arrive quand même à un échec considérable dans le maintien de l'ordre quand cette violence de ces manifestations, y compris du fait de cette incapacité à endiguer, à canaliser une manifestation, finit par déborder dans un service d'urgence et de réanimation. Je crois qu'on le voit bien sur ces images, ces personnes n'étaient pas venues pour s'attaquer à un hôpital. Il n'en reste pas moins qu'à la fin, c'est le service le plus décisif, sans doute le plus vital de cet hôpital qui a été directement touché par le fait que ces manifestations ont fini par déborder. Il n'a pas été touché, il se trouve que les soignants ont fermé la porte et ont empêché les manifestants de rentrer. Il n'y a pas eu de perturbation du circuit de soins. Il y a un vrai trouble pour le personnel soignant, d'ailleurs on l'a bien vu et encore une fois... Et c'est de la faute de qui, de votre point de vue? Des forces de l'ordre dans leur technique de maintien de l'ordre, des manifestants, du ministre de l'Intérieur? On a entendu certains opposants politiques dire cette semaine Castaner démission. Est-ce que vous faites partie de cela? Non, il ne faut pas rentrer dans la démesure, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut tirer les enseignements de ce qui ne fonctionne pas. En France, on a quand même une grande tradition de la manifestation, on a donc aussi une grande tradition du maintien de l'ordre. Il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à canaliser ces manifestations, à les accompagner, pour permettre d'ailleurs à tous ceux qui veulent manifester démocratiquement et pacifiquement de le faire. La manifestation est un droit fondamental si elle s'exerce dans les règles qui sont prévues par la loi. Et je crois qu'encore une fois, il faut qu'on retrouve la sérénité dont on a besoin. Il faudrait peut-être que M. Castaner soit un peu moins commentateur et un peu moins rapide dans la description des faits, qu'il puisse être un peu plus engagé dans l'action et dans le fait de pouvoir apporter l'efficacité qu'on peut attendre de son ministère pour garantir que la démocratie s'effectue dans le cadre le plus paisible et le plus serein qui soit. Vous ne le trouvez pas à sa tâche aujourd'hui? Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas l'impression que les choses soient résolues. Et je n'irai pas demander sa démission, ça me paraît totalement disproportionné. On attend simplement qu'il joue vraiment son rôle. Et je crois qu'il faut qu'il le fasse aussi au service des forces de l'ordre qui sont épuisées par cette situation qui dure depuis trop longtemps. C'est au chef de donner un cap, c'est à lui qu'il appartient d'apporter les solutions qui permettront que notre pays tourne enfin la page de ces désordres qui n'ont que trop duré.
Alors, on va parler des solutions justement. Le gouvernement continue de mettre en musique à la demande du président de la République la réponse gouvernementale. Demain, il y aura une réunion à Matignon avec les partenaires sociaux, les associations d'élus, des secteurs associatifs, avec 2 sujets principalement, l'emploi et les transitions écologiques et numériques. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement travaille dans la bonne direction? Est-ce que vous saluez par exemple le fait qu'on se dise on va organiser une grande conférence avec partenaires sociaux, élus et associations? Pardon, mais on n'en peut plus des conférences et des grands débats. C'est-à-dire un grand débat se termine par une grande conférence sur la question de l'emploi. Au fond, on connaît la France, on connaît ce pays. C'est d'ailleurs très frappant que le président de la République, qui a été d'ailleurs ministre et principal conseiller du président de la République précédent, qui donc est aux fonctions et en responsabilité depuis si longtemps maintenant, ait besoin de consulter tellement pour savoir où se trouvent les vrais problèmes. Il ne faut de pas notre parler pays. avec les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, les associations, Ouais. les élus, c'est pas important? On est les premiers à dire qu'il faut parler avec eux, qu'il faut peut-être d'ailleurs plus que parler avec eux, commencer par les écouter. Et si on les avait écoutés plus tôt, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Mais maintenant, ce qui compte, et c'est ce qu'on attend de nos dirigeants, c'est un cap, c'est une décision, c'est une stratégie. Et je crois, je le dis aussi comme élu local, je suis dans ma ville président d'une mission locale, c'est-à-dire une association qui travaille sur les questions d'emploi, qui vient essayer d'accompagner des centaines de jeunes qui sont aujourd'hui très éloignés de l'emploi pour les reconduire vers l'insertion professionnelle. Eh bien, le réseau des missions locales, aujourd'hui, il est dans le brouillard complet. Nous ne savons pas quelle stratégie l'État a et quelle stratégie l'État veut appliquer pour pouvoir faire en sorte que cette action de terrain puisse se déployer dans les meilleures conditions. On a besoin d'un cap, on a besoin de sortir du Mais ce brouillard. cap, il n'a pas été donné au moment de la grande conférence de presse du président de la République. Mais justement, c'est très intéressant. Il y a eu la conférence de presse du président de la République qui nous a dit qu'effectivement, on allait mettre en œuvre un nouveau pacte productif, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la signification de ces mots? Et ensuite, le Premier ministre fait une nouvelle conférence de presse à l'issue d'un séminaire avec le gouvernement dans lequel il explique qu'on va réfléchir à la manière dont on peut travailler ensemble sur les questions d'emploi pour arriver à être efficace. Tout ça n'est pas très sérieux et je crois que c'est tout à fait frappant de voir à quel point la machine de l'État semble tourner à vide. On parlait tout à l'heure de cette hypertrophie de la communication. Je crois qu'elle est inversement proportionnelle, malheureusement, à l'efficacité de l'action qui est menée. Un petit point sur la fonction publique. Il y a une journée d'action qui est prévue le 9 mai prochain. À l'origine, le programme d'Emmanuel Macron, c'était 120 000 suppressions de postes de fonctionnaires. Il a expliqué au moment de la conférence de presse que l'objectif pouvait être revu. Le programme de François Fillon, c'était 500 000. Aujourd'hui, vous souhaitez des suppressions de postes de fonctionnaires ou pas? Bien sûr, il faut absolument qu'on puisse rétablir l'équilibre de nos comptes publics. Et Combien, rétablir... alors, quel serait pour vous le bon objectif, puisque vous dites qu'il faut des objectifs et des caps? Le bon cap, ce serait quoi? Ce qui était très fort dans le projet de François Fillon, c'est qu'il y avait une stratégie globale. Je crois que la question est moins d'ailleurs celle du nombre que celle de la vision qu'on veut donner. Vous faites la même réponse qu'Emmanuel Macron alors? Non, pas On du donne tout. Pas le nom, pas du on tout. donne la vision. Et en tous les cas, ce qui est tout à fait frappant, c'est que le seul engagement d'Emmanuel Macron pour baisser la dépense publique, c'est celui sur lequel il est revenu dans sa conférence de presse. Et bien sûr, pour le coup, soyons très clairs, on ne pourra pas rétablir l'équilibre des comptes publics si on n'arrive pas à faire baisser le nombre de fonctionnaires parce que, évidemment, c'est l'un des postes des dépenses les plus importants pour l'État. Les Républicains ne donnent pas de chiffres aujourd'hui. Or, prenons par exemple un exemple tout simple. Je crois qu'il faut qu'on ait une nouvelle stratégie en matière d'aménagement du territoire. On peut faire beaucoup mieux avec moins. Et c'est d'ailleurs ce que les Français constatent tous les jours sur le terrain. La fiscalité n'a cessé d'augmenter. Simultanément, les comptes de l'État n'ont cessé de se dégrader et pourtant, les services publics sont de moins en moins efficaces. C'est tout ça à cause sans doute de ce millefeuille territorial que nous n'avons cessé d'empiler. Et d'ailleurs, je ne dis pas cela comme un reproche à M. Macron. Toutes les familles politiques ont leur part. Nous héritons de plusieurs décennies de décisions qui sans doute n'ont pas su apporter à notre pays le cap clair dont il avait besoin. Maintenant, il faut que ce cap soit donné, et c'est à nos gouvernants de le faire. Mais je crois que ce cap ne peut pas se déployer sans qu'il passe par le fait de remettre de l'ordre dans nos comptes publics, parce que ce que nous sommes en train d'accumuler, c'est une dette qui n'est pas l'effet de notre investissement pour l'avenir. Ça, c'est tout à fait louable d'investir pour l'avenir et de s'endetter pour investir pour le futur. Mais ce que nous sommes en train d'accumuler, c'est une dette qui n'est que le résultat de nos inconséquences d'aujourd'hui et qui pèsera sur les générations qui viendront. On va parler argent justement, parce qu'il y a une des questions posées par Emmanuel Macron et à laquelle on attend une réponse, c'est de savoir comment on finance les mesures qui vont être prises. Il y a la question des niches fiscales en particulier qui a été abordée ce matin par l'une des parlementaires de La République En Marche, nos confrères du Journal du Dimanche. Elle garantit que nous pouvons économiser 1,5 milliard d'euros par an sur les niches fiscales qui sont dédiées aux entreprises, sans donner encore le détail pour le moment. Est-ce que vous partagez cette stratégie? Est-ce qu'on doit économiser sur les niches fiscales dont bénéficient les entreprises aujourd'hui? D'abord, permettez-moi de revenir sur la formulation que vous évoquiez. Il ne s'agit pas d'économiser de l'argent dans le budget de l'État. Supprimer des niches fiscales, c'est juste augmenter la fiscalité. Rien de moins, rien d'autre. C'est-à-dire qu'une niche fiscale, c'est une manière pour l'État d'orienter la dépense publique
en faisant en sorte que les entreprises ou les particuliers contribuent à certaines actions que l'État veut inciter. Est-ce que vraiment, par exemple, mauvaise chose? Mais bien sûr que ce n'est pas une mauvaise chose, puisque c'est une décision politique qui permet... Ça peut être une mauvaise chose si on finance par ce moyen-là des choses qui sont inefficaces. Mais est-ce que les Français, par exemple, est-ce que les Français voudraient supprimer les niches fiscales qui touchent, par exemple, à l'entretien du patrimoine et qui ont été aussi l'occasion de ce levier dans la générosité collective qui s'est exprimée lorsque Notre-Dame de Paris a brûlé? Une niche fiscale, c'est pas une manière d'échapper à la fiscalité. C'est juste ceux qui emploient les niches fiscales contribuent plus qu'ils ne reçoivent par le biais de la réduction d'impôts. C'est donc une manière d'orienter la dépense des particuliers ou des entreprises. On peut y toucher quand certaines niches fiscales sont absurdes. Et on peut d'ailleurs, et on doit sans doute y toucher, dans le cadre d'une vraie réforme de la fiscalité qui la rendra plus simple et plus transparente et plus claire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il est hors de question de nous faire croire que c'est une économie dans le budget de l'État. Ça n'est pas une économie, c'est simplement une augmentation de la fiscalité. Or, nous, ce que nous disons depuis le début, c'est qu'il faut faire baisser la dépense publique plutôt que d'augmenter encore la fiscalité. Et vous nous sommes le pays au monde qui possède la plus forte pression en matière de prélèvements sociaux et fiscaux. Et donc, évidemment, c'est une forme d'asphyxie pour notre économie. C'est une forme d'asphyxie pour les Français qui travaillent et qui ne parviennent pas à s'en sortir. Prendre de l'argent où, je vous le disais tout à l'heure, il faut évidemment faire une vraie réforme de ce maillage territorial qui est aujourd'hui infiniment trop complexe et qui est l'occasion de gaspillage inutile, d'une paralysie de la dépense publique en même temps que d'une augmentation de cette dépense. Mais concrètement, c'est-à-dire quoi? Supprimer un échelon entre les régions, les départements, les intercommunalités? Je le dis comme élu local. Je suis élu dans une ville depuis 10 ans. Je vois bien à quel point nous avons empilé ces échelons. Au-dessus de nous, nous avons aujourd'hui le département, la métropole du Grand Paris, la région Île-de-France, l'État et bien sûr l'Union européenne. Rajouter à cela des strates administratives qui s'ajoutent. À la fin, vous avez une incapacité à décider et en même temps une multiplication de la dépense qui ne peut que prolonger cette inefficacité dont on parlait à l'instant. Alors on va en venir à l'Union européenne, puisque vous êtes tête de liste pour ces élections qui auront lieu le 26 mai prochain. Il y a 33 listes qui ont été déposées au ministère de l'Intérieur, c'est le chiffre qui a été donné. La validation définitive est en cours, il faut bien sûr vérifier toute une série de critères auxquels votre liste est également soumise. Il y a 3 listes gilets jaunes au moins, après c'est un peu difficile de mettre des étiquettes. Ça veut dire de votre point de vue que ces gens-là qui exprimaient une colère ne se sont pas reconnus dans les appareils, ou en tout cas pas ceux-là, dans les appareils, dans les partis traditionnels que vous représentez? Qu'ils ne s'y reconnaissent pas, c'est un fait. Beaucoup de Français ne se reconnaissent plus, je le vois dans cette campagne. C'est un fait et c'est un échec pour vous? C'est un échec pour toute la classe politique française. Moi, je m'engage en politique, je suis moi aussi un jeune citoyen qui n'est pas un militant de longue date des partis politiques. Je reconnais parfaitement dans ce discrédit qui pèse sur la classe politique quelque chose qui est un symptôme de la maladie de notre vie démocratique qui touche ma génération en particulier, mais qui touche aussi tous les Français. Et si je m'engage dans cette campagne, c'est aussi pour tenter de refaire patiemment ce lien, de refaire humblement les liens de confiance qui sont la condition de la vie démocratique de notre pays pour demain. On va parler des chiffres, là encore, les intentions de vote. Ce sont les tout derniers chiffres publiés par notre partenaire Harris Interactive avec l'agence EPOCA pour LCI. La République En Marche et le Modem arrivent toujours en tête, mais désormais d'une très courte tête dans notre enquête, 21,5%. Le Rassemblement National juste derrière à 21% et les Républicains que vous représentez 14%. En très légère baisse, on précise que c'est par rapport à hier, puisque désormais nous proposons une enquête quotidienne, mais vous êtes sur les derniers jours globalement entre 14 et 15%. Selon les enquêtes. On va jeter un coup d'œil rapide à la deuxième partie du tableau. Beaucoup de listes qui, elles, sont relativement bas. Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan, 3%, alors même qu'en début de campagne, on le présentait comme l'un de vos concurrents potentiels à droite. L'écart est désormais très net. Et puis on voit que sur les autres formations, dont l'UDI, par exemple, formation de centre droit, les chiffres sont bien plus bas, là, 2%. Est-ce que c'est un chiffre qui vous satisfait, ce 14%, François-Xavier Bellamy ? Non, d'abord, je ne suis pas dans une politique du chiffre. Ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir rassembler dans 3 semaines le plus grand nombre possible de Français. Et si dans 3 semaines, vous êtes à 14, on va dire, j'ai formulé les questions comme ça. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que je vois sur le terrain tous les jours et ce qu'on constate aussi dans les sondages, c'est que nous sommes la seule liste à connaître une vraie dynamique depuis le début de cette campagne. La première fois que je suis venu vous rencontrer sur ce plateau, on a été donné entre 8 et 10%. Et à l'époque, on nous expliquait que les Républicains pouvaient disparaître du jeu politique à l'occasion de cette élection. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Nous avons très largement augmenté ce score. Maintenant, moi, je ne crois pas aux sondages et je ne crois pas qu'on fasse de la bonne politique le nez collé sur les sondages. Et je continue ce travail persévérant avec toute l'équipe qui m'accompagne pour aller tous les jours au contact des Français et tenter de les rassembler autour d'un projet clair. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que tout le monde ne joue pas le jeu de cette élection européenne. Et je regrette, moi, profondément
que La République En Marche n'ait toujours pas annoncé son projet. Ce sera jeudi prochain, jour de l'Europe, une belle date. C'est-à-dire à 15 jours de l'élection, pour un parti qui disait que l'élection européenne était son sujet majeur et que l'Europe devait être son centre de gravité, je trouve que ça témoigne d'une forme d'impréparation ou d'un manque de transparence qui moi, me préoccupe parce que j'ai toujours cru au pluralisme et je crois à la nécessité de faire de ces élections l'occasion d'un débat qui puisse nous faire un choix clair. Peut-être ce qu'on paye à travers ce grand débat, ces conférences à répétition, c'est le fait que la présidentielle n'ait pas été l'occasion de faire des choix très structurants. Vous aurez remarqué qu'Emmanuel Macron a présenté son programme relativement tard et que ça ne l'a pas empêché de gagner, justement, cette élection présidentielle. Je le regrette profondément parce qu'on le vit aujourd'hui. Les en même temps d'avant l'élection sont efficaces du point de vue du marketing électoral, mais ils sont délétères ensuite dans l'action politique et dans la confiance dans cette action. Il faut que nos responsables politiques puissent se présenter devant les Français en leur disant « voilà ce que nous vous proposons ». Et alors, l'élection est l'occasion de faire un choix clair. Nous, depuis le début, nous avons fait campagne sur un projet. Notre projet, il a été porté dès le début de cette campagne devant tous les Français, devant la presse, pour pouvoir être décortiqué, pour pouvoir être même critiqué par ceux qui ne sont pas d'accord, mais pour pouvoir aussi proposer un vrai débat. Et heureusement on nous dit que ce programme sera annoncé pour la fête de l'Europe. Heureusement que la fête de l'Europe a lieu le 9 mai et pas le 27 mai, parce que sinon on serait quand même privé jusqu'au bout de ce débat démocratique. Je le regrette profondément. La pique est facile, mais vous avez raison de la faire. Sur votre programme, il y a une certaine Marine Le Pen qui a un autre avis que le vôtre, ça ne nous aura pas étonné. Elle s'est exprimée justement aujourd'hui, manque de créativité et d'originalité de son point de vue. Les discours, on en entend des tas, des discours très agréables, vous savez, surtout en période électorale, hein, honnêtement. C'est un peu comme les Républicains, là, actuellement. M. Wauquiez, il a un programme, c'est le nôtre. C'est limite s'il n'y a pas même les coquilles, s'ils n'ont pas reproduit les coquilles dans notre programme. J'ai dit, vous savez, au niveau national, au niveau international, dans le monde, les Chinois sont les spécialistes de la contrefaçon. Bon, disons que les Républicains, en France, ce sont les Chinois de la vie politique française, quoi. Bon. Vous vous sentez une âme de Chinois ? Non mais rien n'arrête Mme Le Pen, c'est assez inouï. C'est-à-dire que Mme Le Pen, pour le coup, elle a effectivement totalement changé son programme à l'occasion de l'élection européenne pour se mettre à dire exactement ce que disait la droite républicaine depuis très longtemps. Je ne vais pas faire le jeu du c'est toi qui l'as dit le premier, mais enfin c'est quand même complètement ridicule. Donc c'est elle qui a changé et qui vous a piqué votre programme et pas vous qui lui piquez le sien. Pardon, mais Mme Le Pen, il y a quelques semaines ou quelques mois encore, elle se réjouissait du Brexit en expliquant qu'il était temps que la France fasse le même pas. Aujourd'hui, elle nous explique que non, il ne faut pas déconstruire l'Europe. Pendant cette élection présidentielle de 2017, elle nous disait qu'il était nécessaire de sortir de l'euro et que 70% de son programme ne pourrait pas être appliqué si on restait dans l'euro. Aujourd'hui, elle nous dit qu'elle tient à rester dans l'euro, mais qu'elle veut reconquérir une souveraineté monétaire dont on voit mal, du coup, comment elle s'articule avec cette monnaie unique. De fait, Mme Le Pen, effectivement, s'est mise à dire exactement ce que nous défendions, avec pour le coup une vraie constance dans les convictions. Nous croyons à l'Europe, nous n'avons jamais dit le contraire. Nous n'avons jamais, contrairement à Mme Le Pen, voulu inverser les couleurs de ce drapeau européen auquel nous tenons, parce qu'il est aussi l'expression d'une civilisation. Nous croyons à l'Europe, nous tenons à cette alliance européenne, nous l'avons toujours dit, nous l'avons toujours défendue, mais nous croyons que pour que cette alliance soit efficace de nouveau, il faut la refonder en profondeur, et c'est le cœur de ce projet que nous proposons aux Français. Nous n'avons pas changé notre fusil d'épaule en quelques semaines pour se tenir aux règles du marketing électoral. Mme Le Pen nous dit que si elle ne parle plus de sortir de l'euro, c'est parce qu'elle a reconnu que ça faisait peur aux Français. Je crois que ce qui compte, c'est de ne pas calculer son projet en fonction de ce qu'on pense être efficace ou non du point de vue du marketing. Ce qui compte, c'est de proposer aux Français ce qu'on croit juste et bon pour l'avenir. Il serait bon que toutes les familles politiques fassent preuve de la même constance et de la même rigueur. On va écouter une autre interpellation qui vous a été lancée, c'était ce matin par le patron du parti majoritaire La République En Marche, Stanislas Guerini. Je crois qu'il faut, dans cette campagne, poser les vraies questions. Les vraies questions n'ont pas encore été posées. Oui, il faut demander à M. Bellamy si, dans sa première décision politique demain, il compte siéger avec l'extrême droite en Europe. Et je crois qu'il faudra qu'il y réponde. C'est la révélation politique de cette campagne à droite ? Plus clairement qu'il n'a su le faire quand on lui a demandé au deuxième tour de l'élection présidentielle pour qui il avait voté, pour M. Macron ou pour Mme Le Pen. Il ne peut pas rester dans cette ambiguïté-là. Alors on va commencer par 2017 peut-être, parce que visiblement il y a une ambiguïté pour Stanislas Guerini. Ce qu'on vient de voir est proprement inouï. Inouï. Madame Loiseau, sur le plateau de France 2, chacun pourra le vérifier, a été l'une des seules candidates à refuser de répondre à la question de savoir dans quel groupe politique elle allait siéger au Parlement européen. Nous sommes membres du PPE. C'est une famille politique parfaitement identifiée, c'est la droite européenne. Cette famille politique, nous lui appartenons depuis toujours et nous restons fidèles à cette famille politique. Notre proposition est transparente, elle est parfaitement claire. La confusion volontairement entretenue, l'ambiguïté
que M. Macron choisit de prolonger pour cacher aux Français le lieu où ces eurodéputés iront siéger demain au Parlement européen, elle est du côté de M. Guérini. Et je trouve absolument inouï qu'il pousse l'indécence jusqu'à faire croire que c'est nous qui nous cachons, alors que c'est Mme Loiseau qui refuse d'ailleurs de débattre avec moi, qui ne veut pas dire aux Français, ce qui est pourtant fondamental, avec qui elle siégera et à quoi serviront les voix qui lui seront confiées demain. On va regarder juste rapidement les visages des principales autres têtes de liste. On le disait tout à l'heure, 33 listes, on a retenu une douzaine de visages. De qui sur ce panel vous vous sentez aujourd'hui le plus proche idéologiquement et de qui est-ce que vous vous sentez le plus éloigné ? Ça, c'est une très drôle de question. Si je me sentais proche d'un candidat à l'élection européenne, j'aurais rejoint sa liste ou je me serais rallié derrière sa bannière. Cette candidature, pour moi, elle n'était pas prévue, elle n'était pas programmée. Faire campagne n'est pas spécialement une partie de plaisir. J'aime mon métier, je suis très heureux d'enseigner la philosophie. Je ne m'engage dans cette campagne que parce que je tiens à défendre des idées que je crois n'être pas représentées par les autres candidats. J'ai pour beaucoup d'entre eux de l'estime et du respect, et je crois, comme je vous le disais, au pluralisme et à la joie de la vie démocratique. Et je pense qu'il faudrait qu'on apprenne ou qu'on réapprenne à partager des désaccords en se respectant profondément. Mais ça ne veut pas dire que je me sente proche idéologiquement de tel ou tel. Et si c'était le cas, encore une fois, je l'aurais soutenu avec joie plutôt que de m'engager moi-même. Et le plus éloigné ? Parlons peut-être de méthode de campagne, mais je le redis parce que je suis encore un peu sous le coup de ce que je viens de voir de l'extrait de M. Guérini. Je crois que ce qui compte, et moi j'aurais toujours du respect pour des gens qui proposent leur vision, qui partagent leurs idées, qui ont la générosité de se risquer à l'expérience démocratique. J'en veux beaucoup plus à ceux qui avancent cachés et qui ne veulent pas dire clairement la proposition qu'ils portent. On ne fait pas campagne avec des peurs, en agitant des slogans. Et il ne suffit pas de dire qu'on combat l'extrême droite pour faire une campagne pertinente et crédible. On est en train de le voir aujourd'hui. Je crois qu'il est temps, encore une fois, que La République En Marche puisse jouer le jeu de cette élection européenne. Si vraiment elle tient à l'Europe, il faut qu'elle apporte ses idées, qu'elle apporte sa vision et qu'on puisse en parler ensemble. Alors, vous étiez hier à Athènes. J'imagine, pour faire référence à l'Europe antique, sous domination grecque pour le coup. Qu'est-ce que vous y êtes allé y chercher ? Quelle l'inspiration vous voulez y trouver ? Quel symbole surtout ? Parce qu'on a du mal à voir quel est le sens de l'Europe antique dans l'Europe d'aujourd'hui. J'ai été à Athènes parce que la Grèce, c'est ce que l'Europe a de plus fragile et de plus fort à la fois. C'est le lieu de toutes les fragilités de l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. C'est le pays qui vit le plus brutalement la crise économique et qui a souffert le plus directement de cette zone euro qui est trop fragile pour résister à la mondialisation que nous subissons aujourd'hui. C'est aussi bien sûr le pays qui vit de plein fouet la crise migratoire et j'ai eu l'occasion de m'entretenir longuement avec les responsables opérationnels de Frontex sur le port du Pirée et de voir avec eux comment nous pouvions tenter de mettre en œuvre une stratégie sur les questions migratoires qui puisse nous permettre de maîtriser vraiment nos frontières. Est-ce qu'il n'y a pas de stratégie aujourd'hui ? Aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai qu'on manque d'un cap clair. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, nous avons d'abord des procédures et des règles. Nous accueillons des migrants que nous faisons passer par une série d'étapes qui permettent de les identifier, mais sans avoir de véritable stratégie et surtout sans avoir de véritable volonté de maîtrise de nos frontières extérieures européennes. Nous disons, c'est très clair, que nous voulons maîtriser ces frontières extérieures de l'Europe, contrairement au Rassemblement national qui semble croire qu'on sera plus fort tout seul. Nous disons simultanément que chaque État doit garder la maîtrise de sa politique migratoire, contrairement à M. Macron, qui veut en rester à la répartition des quotas de migrants. Et puis c'est vrai que l'Europe, elle trouve aussi ce qu'elle a de plus beau et de plus fort dans la civilisation qui la fonde. Et c'est en Grèce qu'on trouve cette civilisation dans ce qu'elle a de plus originaire. C'est évidemment pour un professeur de philosophie une émotion particulière de monter sur le Parthénon. C'est cette raison grecque, c'est cette liberté qui est née ici que nous devons défendre contre le terrorisme islamiste, contre le communautarisme qui monte. Et c'est aussi un enjeu fondamental de cette élection européenne que nous puissions redire qui nous sommes pour transmettre cette culture commune à tous ceux qui nous suivront. Je vais vous poser encore 2 petites questions très rapidement. Je vais demander une réponse très rapide. Le pape est en Bulgarie, il fait une visite de 3 jours. Bulgarie et Macédoine du Nord sont des pays orthodoxes. Il y a un pays qui est de tradition et d'origine catholique qui est la France, dans lequel il ne s'est pas rendu, le pape François. C'était souhaité et espéré par certains après l'incendie de Notre-Dame. Est-ce que vous souhaitez qu'il vienne en France ? Et surtout, de votre point de vue, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas ? Est-ce que c'est la faute d'Emmanuel Macron ou de nos lois ? Non, bien sûr que non. Je ne suis pas du tout
au courant des choix que le pape doit faire pour ses voyages. Je sais que le président de la République l'a invité. Je crois que c'est une belle idée. Pour le coup, sur ça, vous ne direz pas c'est de la faute d'Emmanuel Macron. On a trouvé un sujet sur lequel ce n'est pas de sa faute. Une dernière question rapidement. Je ne suis pas dans l'opposition systématique. Une de magazine L'Équipe qui a beaucoup fait parler cette semaine, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux en particulier. On y voit, vous voyez 2 joueurs de water-polo s'embrasser. C'est sur un dossier sur l'homophobie dans le sport. Il y a l'histoire d'un kiosquier qui a beaucoup fait réagir à Paris. Il aurait refusé de vendre le magazine en se déclarant homophobe. La maire de Paris, Anne Hidalgo, s'en est émue sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous considérez que le kiosquier était fondé à agir au nom de sa liberté de conscience, si ces faits sont avérés, de ne pas commercialiser ce magazine parce qu'il ne correspondait pas à ses valeurs? Non, la liberté de la presse est absolue, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut se saisir de cette question de l'homophobie, notamment dans le monde du sport. On le voit trop souvent, il y a une véritable violence qui peut traverser cet univers qui est pourtant si nécessaire au partage de valeurs et de règles communes. Et de ce point de vue-là, évidemment, il y a... Parlons des choses telles qu'elles sont. Malheureusement, dans beaucoup de disciplines sportives, le communautarisme que j'évoquais à l'instant tend parfois à prendre du terrain. Et sur le terrain qu'il prend, eh bien, ce sont les droits de chacun et la liberté qui recule. Le fait de protéger, de défendre, de tenir à cette égale dignité de tous, je crois que c'est absolument fondamental, y compris dans le monde du sport, et il faut lutter résolument sur ce sujet décisif. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, on se retrouve. C'est Manon.